Ainsi donc, le photographe, que j'ai sous-titré Un monde de gravité et d'espérance, et vous comprendrez au fur et à mesure de l'exposé que ce chapeau peut convenir effectivement à la démarche entreprise par les auteurs, parce qu'il y a une très grande gravité au niveau des sujets qui sont traités, mais il y a aussi, comment dire, une présence tellement grande d'un grand humanisme, d'un grand souci humain et d'un sens de l'amitié tellement extraordinaire que cela vient contrebalancer les phases les plus noires qui sont à l'œuvre dans l'ouvrage. Alors, de quoi est-il question exactement? Il est question d'une bande dessinée, présentée sous format de bande dessinée, tout à fait conforme au standard de la bande dessinée, c'est-à-dire, mais avec évidemment un nombre de pages beaucoup plus important. Un album standard de bande dessinée, c'est 48 planches, 48 pages. Là, c'est beaucoup plus long, c'est presque 300 pages au total. Et qui ont paru en 2003, 2004 et 2006. Donc, ça a été des publications échelonnées dans le temps. Et elle est l'œuvre de 3 auteurs. Dans un premier temps, c'est comme ça qu'on peut le présenter. Un certain Guibert, un certain Lefebvre et un certain Lemercier. En fait, Lemercier est un peu secondaire dans l'entreprise parce qu'il est simplement celui qui a fait la couleur et qui a fait les couvertures. C'est le graphiste coloriste qui a permis de mener l'entreprise à terme puisque c'est une publication qui est noir et blanc et couleur. Le vrai tandem auteur, aoctorial comme on dit, c'est Guibert et Lefebvre. Et c'est un tandem assez particulier parce qu'en fait, vous en comprendrez la logique au fur et à mesure qu'on va avancer, il y a un seul et vrai auteur de la bande dessinée comme telle, des 3 tomes comme tels, un seul et unique auteur qui est en réalité Emmanuel Guibert. Lefebvre est celui qui a raconté son voyage, et celui qui a montré les photos, celui qui a alimenté les conversations, celui qui a invité à souper, celui qui a ouvert les bouteilles de vin pendant qu'ils ont échangé sur ce projet-là. Et c'est Emmanuel Guibert qui en réalité a entièrement pensé le projet en question et qui l'a mené absolument à terme, en collaboration bien sûr avec Lefebvre, en collaboration bien sûr avec Lemercier. Et là déjà quelque chose d'assez particulier. Donc vous avez tous remarqué que le récit est porté au jeu, et que le jeu c'est le jeu du photographe, celui qui dans le récit prend les photos, fait le reportage de cette équipe de Médecins sans frontières qui donc se rend dans des régions très reculées d'Afghanistan. Le jeu, c'est le jeu de Didier Lefebvre, dans la narration. Mais celui qui a construit ce jeu, c'est Guibert. Celui qui porte ce jeu, qui l'a construit, qui l'a pensé, qui l'a formulé, formalisé, c'est Emmanuel Guibert. Donc il a donné, si vous voulez, sa capacité d'écriture, il a entièrement fondu, dédié dans un autre que lui-même. Et cet autre que lui-même, c'est son immense ami Didier Lefebvre. C'est pas évident de pouvoir mener une telle entreprise forcément avec succès. Et lui, dans son cas, il y a manifestement une préoccupation importante dans ses façons de faire parce qu'il a déjà fait cet exercice-là en 2004 et 2012 avec un autre personnage qui est aussi un autre ami et qui est un Américain, un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, et qui est arrivé avec le débarquement de Normandie en 1944, et puis qui finalement va s'installer en France, va rester en France et va finir sa vie en France. Et il va rencontrer par hasard Guibert alors que lui est à la fin de sa vie. Guibert est un jeune homme d'une 30aine d'années, ils deviennent très grands amis, et Guibert va avoir déjà une première fois l'idée de raconter l'histoire du soldat Alan en la racontant à nouveau au jeu. Et il va prêter sa plume, son corps, sa personne, ses sentiments, pour les mettre au service d'une narration qui serait celle de ce Alan en question. Et il le fait non seulement une fois, mais 2 fois, 3 fois. Dans le cas de la guerre d'Alan, il va y avoir 3 tomes aussi. C'est aussi une entreprise très très vaste. Dans le cas du photographe, 3 tomes aussi. Et si vous avez suivi un peu l'actualité ces temps derniers, il y a quelqu'un qui a essayé d'en faire autant. Dans les pages de la presse, le chroniqueur Pierre Foglia a prêté sa voix, a prêté sa plume, a prêté sa place, a construit au jeu le récit d'une Québécoise qui vit actuellement en Sierra Leone. Oui. En Guinée. En tout cas, dans le cadre de l'épidémie d'Ebola. Oui, elle est en Guinée. Elle est mariée avec un Guinéen et elle vit en Guinée depuis 5 ans. Et bon, la crise de l'Ebola a fait écrire beaucoup de journalistes et Foglia a reçu un courrier de cette jeune femme qui lui a parlé d'abord qu'il a remercié de s'être exprimé de sa façon à lui dans les pages de la presse
et qui lui a un peu raconté comment elle vivait les choses, elle, sur le terrain, finalement, puisqu'elle y était tous les jours, c'est devenu son pays. Et Foglia était tellement émerveillé par cette rencontre qu'il lui a proposé de lui donner son corps et sa plume pour écrire 3 chroniques au jeu, comme si c'était cette jeune Québécoise qui rédigeait les chroniques de Foglia. La première est extraordinaire, parce que Foglia, devenue tout d'un coup une jeune femme immigrante guinéenne, il y a quelque chose de très frais, il y a quelque chose même presque à la limite de provoquant quand on est Foglia, on peut imaginer ce que ça peut donner. La seconde sent déjà la répétition. La troisième, on a hâte que ça cesse. Parce que Foglia prend tellement de place que malgré sa générosité, il finit par obstruer en fait le point de vue de cette personne, qui est entièrement recomposé, retraduit, réamalgamé dans les termes et dans les formes finalement qui sont la rhétorique de Foglia. Bon, aucun reproche à faire à ce journaliste, loin de moi cette idée, mais simplement pour signaler que vraiment devenir l'autre dans un processus d'écriture, c'est quand même quelque chose d'absolument particulier, et Guibert le fait remarquablement bien. Alors, cette trilogie va devenir le chef-d'œuvre que l'on sait, va être primé et va devenir une œuvre de référence dans son domaine. On va voir un petit peu pourquoi. Avant de passer à ces aspects-là, 2 mots sur Lefebvre. Alors, Didier Lefebvre, qui est le photographe, est né en 1957 et il s'est destiné d'abord à la pharmacie. Il a fait des études en biologie et il est devenu pharmacien. De fil en aiguille, je ne sais pas par quel concours de circonstances, il a été mis en contact avec Médecins Sans Frontières et il a commencé à faire quelques missions pour eux, des petites formations. Il est allé en Somalie, il est allé au Soudan. Et de proche en proche, il s'est mis aussi à parfois documenter pour MSF, parce qu'il n'y avait pas de photographe sur place, parce qu'on avait besoin de documents. Et il a emmené aussi l'appareil photo avec lui. Et à un moment donné, il va complètement basculer, il va abandonner la pharmacie et il va devenir strictement photographe. Ça va devenir sa profession. Il connaît MSF, MSF le connaît bien aussi, ils ont déjà collaboré. Ils vont lui commander une couverture photographique sur une nouvelle mission qui est prévue pour l'Afghanistan en 1986. Première mission de MSF en Afghanistan en 1986, où ils vont donc aller implanter des cliniques dans l'arrière-pays à l'occasion de cette guerre entre l'Afghanistan et la Russie l'ex-URSS, faudrait-il dire, qui a été déclenchée en 1979 et s'est terminée en 1989. Vous la connaissez cette guerre un petit peu? C'est un conflit qui prend place dans la guerre froide et c'est ce qu'on appelle c'est un conflit local de la guerre froide qui est l'équivalent pour l'URSS de ce que le Vietnam a été pour les États-Unis. Dans le cas de l'Afghanistan, il y avait eu un coup d'État, une guerre civile en Afghanistan qui s'était soldée par la victoire des partisans communistes de l'Afghanistan, qui avaient donc instauré un gouvernement communiste qui a immédiatement, évidemment, bénéficié du soutien de l'URSS. Mais il n'y a pas eu... la guerre civile a continué, les insurrections ont repris de plus belle, et les fameux talibans, qui sont maintenant tristement célèbres, ont été les opposants au gouvernement afghan-russe et ont commencé à lancer une guerre de guérilla. Il y avait là des factions aussi assez compliquées, parmi lesquelles celle de Massoud. Massoud était déjà là. Non, pendant la guerre en Afghanistan, la dernière, celle de George W. Bush, à un moment donné, il y a une faction qui était menée par un certain Massoud, qui a été dissoute, et le Massoud en question a été assassiné par les talibans, non? Vous ne vous rappelez pas de ça? En tout cas, ce Massoud en question était déjà présent en 1979. Et la guerre civile fait rage et la lutte est menée d'abord et avant tout contre l'occupant russe. Alors les Russes soutiennent le gouvernement de Kaboul qui est communiste et ils vont envoyer des troupes russes en Afghanistan et ça va être le même désastre, si vous voulez, que lorsque les Américains ont envoyé des troupes russes au Vietnam. Néanmoins, ils ont la force de frappe, ils ont évidemment des armements lourds, les bombardements se multiplient et la situation devient tragique pour les populations locales qui sont dans un niveau de développement socio-économique assez rudimentaire. Et donc, Médecins Sans Frontières va prendre l'initiative à un moment donné d'envoyer des missions pour former des personnels soignants sur place, mais aussi évidemment pour apporter des soins. Didier Lefebvre va accompagner cette mission-là et il est chargé de faire les photos pour raconter en photographie
ce à quoi il aura assisté. Et il part avec eux. Il part avec eux, il va faire plus de 4000 photos, il va prendre 130 films environ, 4000 photos, il va revenir avec ça fin 86, et il va réussir à en placer 6 dans le journal Libération, à l'occasion du 7e anniversaire justement du conflit, de la guerre déclenchée par en Afghanistan via l'invasion russe. Bon, là, il a pris son travail, mais il a mitraillé. Il a mitraillé, comme tout bon photographe. Alors, il était parti avec tous les films possibles et imaginables, il a plusieurs appareils photo, et il a fait des photos. Et il a fait essentiellement du travail en noir et blanc. Et c'est un travail qui, évidemment, a été fait pour MSF, sa propre documentation, mais aussi pour pouvoir montrer le travail de MSF en Occident, et notamment, évidemment, en publiant des images dans les médias. Le seul et unique média qui a accepté des photos de Didier Lefebvre, c'est le journal Libération. Ils lui ont fait une double page, 6 photos, et c'était terminé. Les 4000 photos sont allées dans une boîte en carton et dans un grenier chez Didier Lefebvre, et ça a été fini. 6 photos sur 4000. Ce qui explique pourquoi Guibert, à un moment donné, fera ouvrir les boîtes en carton. Il aura l'idée de dire qu'il faut sauver ce travail immense, gigantesque, il faut le faire connaître, etc., etc. Lefebvre va continuer son travail de photoreporter, toujours un peu en freelance. Il n'est jamais devenu riche ni célèbre avec ses photos, même si c'était un excellent photographe. Il a fait 6 missions en Afghanistan, il est retourné 5 fois supplémentaires. C'est quelqu'un qui fait partie de ces photojournalistes de guerre, qui sont toujours à la remorque des conflits, qui sont fascinés par la question du conflit. Donc le Soudan, donc la Somalie, donc le Cambodge, etc., etc. Donc, les génocides, les massacres, tout ce que vous pouvez imaginer, ça va être son sujet de prédilection. Et il va aussi suivre notamment les épidémies de sida lorsqu'elles vont commencer à se déclencher en Afrique et en Asie. Guibert lui propose de faire ses bandes dessinées, il accepte, ils le font. Le premier est un succès de librairie extraordinaire, le troisième c'est le triomphe, prix couronnement au Festival de la bande dessinée d'Angoulême. 3 jours après, crise cardiaque, Didier Lefebvre décède. Et c'est une tragédie pour Guibert, qui visiblement la vit un arrachement épouvantable, et auquel il va donc donner des suites que je vous exposerai au fur et à mesure. Donc voilà, peut-être des chiffres. Lorsque le premier tome sort, il est vendu à plus de 10 000 exemplaires, ce qui est un succès phénoménal pour une bande dessinée. Même Astérix ne faisait pas aussi bien. Les 3 tomes en 2009 étaient rendus à 260 000 exemplaires de vente, avec une douzaine de traductions à travers le monde, dont notamment l'édition anglaise qui est là. Voilà. Il y en a une, j'en ai vu une en italien aussi. Non, c'est... Ah oui, l'autre chiffre, je vous le donnerai plus tard. Ok. Alors donc, de quoi est-il question? Il est question d'un ouvrage, si on ouvre n'importe où, n'importe lequel des 3 albums, un ouvrage qui est composé de cette... Un ouvrage qui se donne à voir avec cette apparence-là. Je vais vous montrer une petite série. Hein, vous reconnaissez les factures. Alors, quelle est la stratégie, la posture, la décision d'écriture que Guibert a proposée et a mise en scène? Il raconte qu'il a donc longuement fait raconter ses aventures à Guibert. D'abord, dans un premier temps, ça a été des histoires dont il a pris connaissance vraiment simplement dans des conversations amicales de fin de soirée ou de pique-nique ou de séances d'après-midi où on se raconte des vieux souvenirs et où Guibert à un moment donné finit par lui dire: mais enfin, qu'est-ce que tu as fait en Afghanistan? Montre-moi. Ah oui, vraiment, tu veux savoir? Oui, je veux vraiment voir. Et Lefebvre va chercher ces fameuses boîtes en carton, les ouvre, et Guibert découvre 4000 photos qui dorment avec des carnets de notes, 4000 photos qui dorment dans une boîte. Alors dans la boîte en question, il n'y a pas 4000 photos. C'est là maintenant que j'arrive à la question que vous m'avez posée. Ce qu'il y a dans la photo, dans la boîte, ce sont des négatifs et des planches contact. Alors d'abord, savez-vous ce que sont des négatifs, ce que sont des planches contact? Oui, non? Vous pouvez dire non parce que j'en ai apporté. La différence, c'est pas clair. Ah, la différence, c'est pas clair. Bon. Alors,
Ça permet de faire remarquer une première chose, c'est que ces albums sont publiés en 2003, 2004 et 2006. Nous sommes en 2014, ils ont été réédités en intégrale, nous avons tous lu. Mais la photographie dont il est question, celle qui est en usage dans ces albums, ce n'est pas la photographie telle qu'on la pratique aujourd'hui. C'est de la photographie argentique, c'est la photographie analogique, faite avec des films en celluloïd sur lesquels était posé du bromure d'argent que l'on développait ensuite en laboratoire et qui ultimement permettait de faire des tirages à la pièce, en petit, moyen, grand format, etc., etc. Lorsqu'on était un simple amateur, on allait chez le photographe, on donnait son film, on revenait, on avait une enveloppe avec les photos dedans. Ça ne se fait plus du tout, ça a totalement disparu. Lorsqu'on était un professionnel, on rentrait dans son propre laboratoire, tout photographe avait son propre laboratoire, et là, développer son film et tirer une planche contact. Alors, j'en ai apporté ici pour que vous voyez, puis que vous puissiez toucher. Vous pouvez même toucher un peu si vous voulez, c'est dans le plastique, mais c'est tellement jauni, tellement vieilli, c'est plus très grave. On avait des feuilles spéciales qui étaient vendues dans le commerce, qui nous permettaient de ranger le négatif en bande. On intitulait ça le plus proprement possible, vous regardez la date, et on plaçait les bandes sous la lumière de l'agrandisseur. Ça va, un agrandisseur, vous voyez à peu près ce que c'est. En tout cas, et on posait le négatif, les négatifs sur une feuille de papier sensible, comme ceci. Une plaque de verre, on allume la lumière, on compte 3 secondes, on éteint, on développe la planche en question et ça donne ça. C'est une mémoire, c'est une façon d'archiver en fait, d'archiver les photographies, et de façon à pouvoir les retracer et pouvoir travailler sur les représentations qui ont été effectuées sans toucher aux négatifs qui sont extrêmement fragiles. Donc, il faut faire très attention de ne pas faire de traces de doigts sur les négatifs, sinon après, soit on bousille le négatif, soit on l'acidifie, soit on le ruine complètement, parce qu'il y a un dessin carrément de l'empreinte sur le négatif et c'est fini. Lorsque l'on fait cette planche contact, donc si tu veux, dans le cas de Fèvre, il avait 130 planches contact, qui multipliées par 36 postes vont donner les 4000 photos. On va travailler là-dessus et on va décider celles que l'on garde, celles qu'on élimine. Et on va écrire dessus, on va tracer dessus, on va dessiner dessus. Donc, par exemple, je vais vous la passer maintenant. Dans ce film-là, j'en ai gardé qu'une. C'est celle qui est marquée avec un petit rond orange. Toutes les autres, sans aucun intérêt. J'ai donc noté, j'ai marqué celles que je retenais. Toutes les autres, j'aurais pu les mettre à la poubelle, mais ça ne se fait pas, on garde ça, on archive, on range, etc. Faites-vous passer, merci. Vous allez voir. Et donc, dans les albums, c'est ça qui est proposé. Donc, notamment, si on regarde, ici, on a, alors ce qu'a fait Guibert, il n'a certainement pas coupé les bandes de planche contact de Lefebvre, ça c'est impossible. Il a dû probablement numériser, pour le coup, passer ça au scanner, pour ensuite, après, pouvoir disposer un petit peu plus souplement des productions. Mais on voit très bien que, ici, il a estimé que cette photo n'avait aucun intérêt et qu'il fallait surtout pas la traiter. Donc, il la coche, il l'élimine. Dans d'autres cas, ça va être au contraire cadré. C'est celle-ci qui l'intéresse. Et on peut même voir qu'il suggère un recadrage. Il trouve qu'il y a trop de plafond, donc là, il met une petite marque. Et Guibert va garder ces marques-là. Il ne va pas les estomper, il ne va pas les éliminer. Et donc, en faisant ça, c'est une marque qu'on appellerait, je ne sais pas si c'est les termes avec lesquels vous êtes familiers, ce sont des marques énonciatives. En termes de marques, ce sont des marques d'énonciation, des marques du procédé, des marques du processus. C'est la main du photographe, mise en évidence, conservée, explicite, dans cet album qui est fait par un autre. Alors, il va utiliser les bandes de planche contact telles qu'elles sont. Il va aussi prendre des tirages. Ici, en haut, nous avons affaire à 2 petits morceaux de planche contact, mais en bas, nous avons droit à un tirage. Donc, parfois, la photo est développée à partir du négatif, d'autres fois, elle est simplement prise sur la planche contact telle qu'elle. Et vous remarquerez, c'est un détail important à remarquer, que lorsqu'il s'agit de la planche contact, les bordures noires sont très épaisses et on voit
que ce sont des bordures de planche contact. C'est un procédé délibéré. Bon, voilà par exemple ici une photo qui n'est pas un tirage. On voit la bordure ici et la photo suivante qui recommence. Par contre, voilà ici une photo où on a un tirage. Au-dessus, c'est aussi un morceau de négatif. Qu'est-ce que j'ai mis après? Je vais vous montrer 3 tirages. Non, 3 tirages. Ah. C'est un détail que je n'avais pas remarqué. Alors, il y a eu toute une époque, toute une période dans la pratique de la photographie où on faisait les tirages tout en gardant les marques du négatif, de façon à ne pas, à conserver la marque documentaire de la démarche. Ceci est une photographie, ceci n'est pas un cheval, ceci est la photographie d'un cheval. Et garder les marques du négatif était une façon, encore une fois, là, énonciative, de créer une réflexivité qui dessinait la procédure. Par contre, dans cette planche-là, donc ça c'est dans le 3e. Il a réussi à franchir un col après une épreuve épouvantable où il est seul, il est abandonné à lui-même et en fin de compte il franchit ce col. Et il survit. Oui. Oh, mon Dieu. Alors là, on a affaire à un tirage photographique qui dans le livre est reproduit en double page et à bord perdu, ce qu'on appelle à bord perdu. Donc là, il n'y a plus la marque énonciative et réflexive de la démarche photographique. On est dans l'immersion complète, dans l'univers qui est proposé. On est plongé dans la représentation et il n'y a plus de distanciation d'aucune façon. Donc on a vraiment, tout au long des albums, une déclinaison qui va de la planche contact, du petit bandeau, au tirage, au grand tirage, à la double page à bord perdu. Donc il y a un jeu sur les formats de la photographie, si vous voulez, avec ou non marque d'énonciation, avec ou non marque réflexive. C'est mis en parallèle avec l'utilisation du dessin. Et le photographe m'a particulièrement intéressé dans mon cas. Bon, à cette époque-là, je travaillais beaucoup sur la photographie de reportage, mais aussi, j'ai toujours travaillé sur le dessin. J'ai fait une thèse de doctorat sur la bande dessinée, au cas où. C'était là-dessus que ça portait à l'époque. Et ce qui m'a passionné dans cet album, c'est la façon de travailler, le rapport entre le dessin et la photographie. Chacun pour ses spécificités, chacun pour les apports particuliers qu'il pouvait avoir, et évidemment la relation, le dialogue qui allait s'en suivre entre dessin et photographie. Alors, première remarque à faire, vous avez en haut 3 cases qui sont dessinées, tout le reste dans cette planche, de la planche est en photographie, puis le dessin ressurgit en fin de case. Alors déjà, première constatation, il y a du dessin, il y a de la photographie. Le dessinateur, c'est Guibert, c'est lui qui sait tenir le crayon, c'est lui qui dessine. La photographie est en noir et blanc, le dessin est en couleur. Ok. Il va y avoir une partition dans la narration qui va être systématique. La partie en couleur est centrée sur le photographe, sur le personnage du photographe. C'est là qu'on va le suivre lui spécifiquement, qu'on va avoir droit aux petites anecdotes, ses réactions, ses petits soucis, ses grands soucis. La partie en couleur est centrée sur un protagoniste, un personnage qui est le photographe. La partie photographique, c'est le fameux reportage de Didier Lefebvre et c'est centré sur les Afghans et l'équipe de MSF. Guibert n'est pas dans les photographies. Il apparaît néanmoins une fois, en bonne et due forme, je dirais, à la toute fin de l'album, du 3e, quand il a enfin terminé son périple et qu'il va enfin rentrer à la maison. Là, c'est la première douche qu'il prend depuis des semaines et des semaines et des semaines. L'aventure est finie, si vous voulez. Il va rentrer en France, il prend sa douche, il se pose et il ferme ses livres d'une certaine façon. Dans cette planche-là, dans cette case-là, vous pouvez la retracer dans les bouquins, le personnage apparaît 2 fois. Il apparaît une fois en dessin et il apparaît une fois en photographie. Et cette photographie-là est un autoportrait. C'est lui qui a pris cette photo. Si vous avez lu les albums, pour ceux qui les ont lus, je crois que c'est dans le 3e aussi. Oui, c'est dans le 3e aussi. Des Afghans avec qui il fait le trajet de retour vont demander à le photographier. Et il y a un endroit où il va
donner à voir la photographie en question qui a été prise. Il va la retracer. Et ça fait partie certainement d'un trait de caractère de Lefebvre, bien entendu, mais de quelque chose qui est repris par Guibert dans la stratégie de narration et qui construit le personnage de Lefebvre, dans sa discrétion notamment. Le seul autoportrait qui apparaît, c'est celui-là. Il ne prend même pas la peine de regarder dans le viseur. Et c'est une photographie, en plus, qui n'a pas de contexte. La figure, le visage est très bas dans l'image. C'est certainement pas une image hagiographique en aucune façon. Et cette façon de camper le personnage par le dessin et la photographie, avec comme par hasard des photographies qui ne le montrent pas d'une certaine manière, vont permettre, d'inscrire une discrétion. La discrétion de quelqu'un qui est non pas là à titre d'aventurier, mais à titre de témoin. Or, qu'est-ce qu'un photographe de reportage? Qu'est-ce qu'un photoreporter? Sinon un témoin. Et un témoin qui doit être crédible. Un témoin qui est lié par une éthique et une déontologie. Faute de quoi, ce dont il témoignerait ne pourrait pas être validé par ceux qui vont le recevoir. La photographie du photoreporter est une preuve que les choses ont bien eu lieu comme cela, parce qu'elles sont rapportées par un témoin qui a une crédibilité. C'est le fondement de la photographie de reportage. C'est une image qui est dans le régime de la preuve. C'est même le seul type d'image à qui on reconnaît le statut de la preuve. Le personnage dessiné, c'est donc le personnage subjectif. C'est le lieu du point de vue. C'est pas le lieu de la vérité. Les photoreporters et les auteurs de bandes dessinées de reportage finiront par dire, à vrai dire, il n'est plus question d'honnêteté que d'objectivité. Et donc le dessin peut se permettre des libertés de tracer, parce qu'il n'est pas en train, par le dessin, de construire une preuve. Il est en train de construire un point de vue, montrer qui est en train de faire les photos, de quelle façon, en s'y prenant de quelle manière, en regardant quoi, en s'intéressant à quoi. Donc le dessin est le lieu de la subjectivité, et évidemment, par relation dialectique avec la photographie est encore plus, évidemment, le lieu de la preuve. Et c'est la grande conception, depuis l'invention de la photographie, qui est rattachée, évidemment, à ce genre de production. Redoublant donc cette dialectique, si vous voulez, entre dessin et photographie, subjectivité et lieu de la preuve, la couleur et le noir et blanc. La photographie doit être en noir et blanc parce qu'il en est ainsi de la tradition du photoreportage. L'âge d'or de la photographie de reportage, c'est les années 30, 40, 50, 60, jusqu'à l'invention de la télévision. C'est Paris Match, c'est Life. Ce sont tous ces grands magazines de photoreportage qui étaient tous en noir et blanc et qui ont donné un peu leur lettre de noblesse à ces pratiques-là et qui fait que même encore aujourd'hui avec les appareils numériques, on a une fonction noir et blanc pour faire des belles photos comme les photoreporters d'autrefois. Donc le noir et blanc, la photographie et le noir et blanc sont le lieu de la preuve, le lieu de ce dont il est question par la démarche de ce témoin qui, lui, est un sujet et qui peut donc être en couleur. Et on va avoir donc une rhétorique dessin, couleur, noir et blanc, dessin, couleur, photographie noir et blanc, qui va courir tout au long des 3 albums. Et c'est comme ça qu'on remarquera qu'il y a une seule et unique photo en couleur dans les 3 albums. Vous l'avez remarqué? Dans le deuxième. John me prête son appareil, lesté d'un film en couleur. Mais c'est pas une photo de reportage, c'est une photo de famille. Et il le dit, c'est là qu'il le dit, je crois. Il appelle ça la photo de famille. On a même parlé de couleurs qui est utilisée depuis le début des albums. Oui, tout à fait. Sépia, tout à fait, tout à fait. Et cette photo est une photo, c'est le lieu de rencontre des 2 univers, si vous voulez. Et cette idée de famille, donc en fait, cette expression du lien extrêmement puissant qu'il y avait entre eux, vient dans cette superposition visuelle où la photographie prend la couleur du dessin tout d'un coup, clac, et prend les mêmes couleurs. Et c'est la photo de famille. Et c'est une des rares photos où d'ailleurs les personnages regardent vers le spectateur.
c'est très très rare qu'il y ait ce qu'on appelle des regards d'adresse, des regards à la caméra, il n'y en a pratiquement pas. Et là, absolument, tout le monde pose, tout le monde sourit. Oui. Les références que je vous les dirai tout à l'heure, les références que j'ai en photographie de Lefebvre sont très, très sobres et elles sont contemporaines. Donc, quelle était la culture photographique de Lefebvre? Je ne sais pas. Il connaissait Natchway, il connaissait Salgado, personnellement même. Il aimait bien Jacques-Henri Artigle, mais il préférait Koudelka, qui était à Prague au moment du coup d'État de Prague, du printemps de Prague. Et antérieurement à ça, je ne sais pas, j'ai pas de traces. Je ne saurais pas vous le dire. Mais nous, on peut y penser, bien entendu. Et on peut penser aussi que Guibert a une culture qu'il ne va pas signaler, qu'il ne va pas expliciter, qu'il ne va pas exprimer, mais qu'il va récupérer et qu'il va laisser affleurer assez régulièrement. Donc ça peut être une hypothèse qui se retient. Alors, cette procédure, cette façon de produire le récit, de construire la narration, va aboutir à un moment d'acmé extrêmement important, qui est le moment le plus puissant, le plus fort de la trilogie, et qui sont ces fameuses pages sur lesquelles on s'est arrêté tout à l'heure, si vous voulez les reprendre. Est-ce que je peux prendre une seconde pour résumer C'est ce que j'allais faire. C'est-à-dire que là... Le deuxième et le troisième. Les trois. Oh, d'accord. Les trois. Dans le troisième tome arrive le point culminant de l'ensemble de ce périple. C'est là que ça se passe. Quelle est l'économie générale de ces trois albums en question? En fait, c'est un récit très classique, très proche de la tragédie. On a un périple, on a un voyage, avec un départ, un séjour et un retour. Départ d'une équipe de Médecins sans frontières, accompagnée par un photographe qui va documenter leurs travaux. Séjour de l'équipe de Médecins sans frontières, qui soigne les gens dans les villages afghans, qui construisent des petits hôpitaux de campagne, et un photographe qui les photographie en train de prodiguer les soins. Troisième tome, le retour. Et là, le retour va se faire non pas avec toute l'équipe de MSF et le photographe qui documente leur retour. Il va décider qu'il veut rentrer plus vite que l'équipe MSF et il veut passer tout droit, il veut prendre des raccourcis. Il décide de partir tout seul et il va rentrer tout seul. Et évidemment, ça va être une catastrophe. Et Guibert, évidemment, était certainement très très ému. Et ceci dit en même temps, chouette, ça me donne une vraie tragédie, ça va être magnifique. Oui, ça a été magnifique, c'était très réussi. Et donc la structure est simplissime. Album numéro 1, on part de Peshawar au Pakistan et on s'en va dans les montagnes afghanes. Deuxième tome, on est dans les montagnes afghanes, on soigne. Troisième tome, le photographe prend ses bagages et redescend la montagne pour se retrouver à Peshawar. C'est aussi simple que ça. Il y a des moments forts dans tous les albums, c'est absolument certain, notamment ce qui concerne la mission MSF, on y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure, mais ils ont tous été très, très profondément bouleversés, aussi bien les photographes que les accompagnateurs que les médecins eux-mêmes et les chirurgiens, par un bombardement russe qui avait provoqué des blessures assez atroces à des enfants notamment, et notamment un frère et une sœur, je pense, je me souviens bien, je crois que un petit garçon et une petite fille. Et dans l'album, dans le second album qui porte sur le travail de MSF dans ces collines, le cœur de l'album, la partie la plus importante de l'album, c'est le traitement de ces deux enfants-là qui vont tous les deux décéder. Et là, il y a une importance très très grande qui est accordée à ça. Dans le premier album, c'est plus des anecdotes de voyage, c'est plus la découverte du paysage, c'est plus le dépaysement qui va donner lieu à des moments d'acmé, mais qui n'auront pas l'intensité dramatique qu'on aura dans le second. Et dans le troisième, tout ce qui a été vécu va mener à un moment de révélation, si vous voulez, prodigieusement, profondément angoissant, qui va faire vivre un moment de terreur et de folie à ce photographe qui va se retrouver tout seul, face à lui-même et avec lui-même et seulement son cheval, dans un endroit totalement improbable. Et c'est ça que je veux vous montrer un petit peu, la manière dont ça a été traité. 2, 4, 6, 8, c'est traité en 8 planches. Il y a donc un espace considérable qui est accordé à cet épisode et qui pousse jusqu'aux limites extrêmes cette relation entre dessin et photographie. Alors je le reprends.
Vous pouvez suivre dans les albums aussi, c'est peut-être plus pratique. Vous voyez que la partie dessinée, notamment, alors, il est donc seul. Enfin, quand on dit qu'il est seul, il part sans ses copains de MSF, sans les guides habituels, et il va être confié à des gens qui sont censés être des guides, qui vont en fait le maltraiter, l'abandonner, ne pas être du tout fiable, au point qu'à un moment donné, pour franchir un col extrêmement élevé à plus de 5000 mètres, il va se retrouver tout seul dans la nuit et tout seul dans une tempête de neige. Et donc, vous pouvez imaginer le sentiment que l'on peut éprouver dans une situation comme ça. Et il va même raconter qu'il va entendre et sentir que des caravanes franchissent le col et vont quasiment lui marcher dessus et ne vont même pas s'arrêter pour s'occuper de lui. Ils vont filer tout droit et ils le laissent pour mort au col. Donc, certainement un désarroi, un désespoir et un sentiment de mort, évidemment, certainement apocalyptique, qui est rendu donc par les moyens de la bande dessinée, qui, dans ce cas-ci, encore une fois, vont recourir à photographie et dessin. Alors, ça commence avec la partie dessinée, et vous voyez que dans la partie dessinée, la couleur a déjà quasiment disparu. En fait, on a un gris et un noir. Mais le dessin aussi a disparu, ce ne sont plus que des silhouettes. La dernière case, en bas à droite, le montre dans son sac de couchage et totalement terrifié par ce cheval qui à la fois est son seul soutien mais aussi sa plus grande menace parce que le cheval d'ailleurs lui est tombé dessus peu de temps auparavant et il a bien cru que s'était cassé la jambe sous le cheval, ce qui serait évidemment une condamnation à mort. On va donc passer de ces ombres chinoises qui installent un climat déjà, comment dire, extrêmement sévère à une image de peur, avec une photo, une prise de vue en contre-plongée sur un cheval, dans un brouillard, à la brunante, à la tombée de la nuit. Pour pouvoir faire une photo comme ça, vous reconstituez la position du photographe. La photographie est faite en contre-plongée, donc il est sous le cheval. Et il est à très grande proximité du cheval. Donc ce cheval peut effectivement l'éventrer, peut effectivement l'assommer, peut effectivement l'écrabouiller, peut le tuer. Son compagnon, son seul et unique compagnon, peut le tuer. Guibert va choisir de répéter 3 fois cette page. Il aurait pu la mettre une seule fois. Il décide de la placer 3 fois. En fait, ce qu'il a pris, c'est 3 photos dans la planche contact, parce que certainement que le VAV, il a un petit peu mitraillé, et Guibert a décidé de le répéter à 3 reprises. Et d'occuper cet immense espace de la double planche pour renforcer, communiquer ce caractère tragique de la situation. Et on termine avec l'image, la grande image est évidemment à droite pour donner l'ampleur maximale possible à la menace que représente l'animal. On tourne la page et on se retrouve avec donc la fameuse double planche à laquelle a conduite le cheval. Cette diagonale, cette oblique qu'imprime le cheval vers la droite mène à cette double planche où là il n'est même plus question de bande dessinée, il n'est plus question de distinction entre fiction et réalité, il n'est plus question de réflexivité photographique. On est entièrement immergé dans la peur absolue, mais qui est aussi le dernier soubresaut de l'envie de vivre, puisqu'il a réussi à faire la photo. Il est sous le cheval, il se tourne un peu le nez au-dessus de son sac de couchage et il déclenche, et il réussit la photo. On tourne la page, et là on va se retrouver carrément avec des cases de bande dessinée qui sont entièrement noires. L'épisode du passage, il n'a plus d'eau, il n'a plus rien à boire, etc. Et la séquence se termine, l'épisode se termine avec le retour de la bande dessinée et le retour de la couleur. C'est aussi le retour du contact humain. Donc il y a tout un travail symbolique sur le noir et sur le blanc, sur le dessin et sur la photo, qui rentre en osmose complète dans ces 10 planches et qui retrouve, une fois la terreur passée, l'ordre du monde se remet en place. Et dans le monde, il y a de nouveau de la lumière, de nouveau de la couleur, et surtout, il y a de nouveau des humains. Et des humains qui sont des gens aidants,
qui là vont le prendre en charge et vont le descendre en bas de la montagne. Donc pour l'essentiel, le photographe, c'est ça fonctionne, c'est écrit de cette façon-là, du début jusqu'à la fin, et avec des jeux systématiques, et toujours justifiés, toujours très fins, sur ce rapport entre dessin et photographie, entre couleur et noir et blanc, et avec des variations. Et alors on pourrait rentrer dans les détails, évidemment, à moult reprises, notamment remarquer que lorsque il photographie, enfin quand Guibert utilise les planches contact pour raconter les 2 fameuses opérations qui ont tellement ému toutes les équipes, il va faire des planches entières de bande dessinée, de pages, qui sont des planches contact entières. Autrement dit, on va se retrouver avec 36 petites photos sur une page de gauche, 36 petites photos sur une page de droite. En réalité, le lecteur du photographe, c'est vous et moi, on ne peut pas lire les photos. Et c'est l'impossibilité de lire ces photos qui traduit la tension et l'émotion extraordinaire et la concentration de ces gens-là dans cette tâche-là, au point que tout ce qui est secondaire passe complètement en perte de ses profits, y compris le lecteur. Et comme lecteur, nous sommes éjectés à ce moment-là, mis à distance. Vous le lirez, vous remarquerez, il y a un travail de proxémie qui est assez... Je trouvais qu'il y avait aussi un refus du spectaculaire. Alors, complètement. C'est pas on décrit les blessures assez affreuses, il y a un trou dans l'œil, ou donc des choses comme ça, mais en fin de compte, nous, on ne les voit pas. Non, elles sont là pudiquement, on sait qu'elles sont là, mais on n'y a pas accès d'une manière qui serait troublant. Ça, c'est une exigence de Lefebvre. Lefebvre est quelqu'un qui ne fait pas de photos spectaculaires. Ça a toujours été sa position éthique à lui comme photographe. Et il y a la position de Guibert. Guibert qui est d'un humanisme, d'une bonté, qui vient redoubler l'éthique de Lefebvre. Donc, en construisant les planches, il aurait pu, parce qu'il y a des photos, j'ai vu des portraits du petit garçon en question qui avait une mâchoire. Oui, si on fait le tirage, on va la voir, la mâchoire. Mais Guibert va encore plus décider que ça sera donc tout petit pour qu'on puisse encore moins voir qu'il a... Oui, tout à fait. Et ça, c'est un endroit où il y a une connivence entre les 2 personnages qui est assez évidente.